Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux, ça fait plaisir. Comme vous pouvez le voir, on est venus nombreux aussi, du coup. Voilà, je tenais à profiter de cette conférence pour vous présenter toute l'équipe d'écriture. Donc voilà, les 5 cerveaux à l'œuvre derrière toutes les histoires de Miraculous. Donc je vous présente notre chef, notre grand vizir, notre gourou, Sébastien Thibaudeau. Notre grand grain de folie, parce que comme vous pouvez le voir, elle est très grande, Mélanie Duval. Voilà, le légendaire Fred Lenoir, qui a travaillé sur tant de séries de nouvelles équipes. Et Mathieu Choquet, notre âme noire. Voilà, et ben voilà, donc je voulais profiter de cette conférence pour vous parler d'un truc très particulier qui concerne Miraculous, c'est-à-dire c'est notre façon d'écrire. Parce qu'on a une façon de fonctionner qui est très différente de la plupart des autres séries. C'est quelque chose qui ne se pratique pas du tout en France, où on a l'habitude de fonctionner avec un scénariste par histoire. Ce qui fait que sur une série où il y a beaucoup d'épisodes, vous pouvez être amené à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de scénaristes. Et du coup, plus il y a de monde qui écrit, plus ça fait des histoires différentes et c'est dur d'avoir une cohérence. Sur Miraculous, on écrit tout à 5. Et c'est pas chacun se prend son épisode. Quand je dis qu'on écrit tous les épisodes à 5, on écrit tous les épisodes à 5. C'est pour ça qu'on peut pas dire tel épisode est écrit par telle personne. Non, on écrit tous collectivement. Et ce côté collectif de l'écriture, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment beaucoup à cœur. Et je vais laisser... et c'est Sébastien qui a eu l'idée de ce fonctionnement, donc je vais lui céder la parole pour qu'il vous explique ça, et il le fera certainement beaucoup mieux que moi. En tout cas, merci à tous d'être venus encore. Bonjour. Extraordinaire, c'est exceptionnel, je vois le papillon là-bas. En fait, j'ai l'impression qu'en fait ce qu'on a écrit c'est sorti de l'ordinateur et que maintenant c'est devant nous. C'est exceptionnel. Merci d'être venu. Bravo à vous, hein. Alors non, on va le faire vite et l'expliquer bien, je sais pas, mais pour le faire rapidement, en fait, on a commencé à écrire Ladybug avec Thomas il y a longtemps. Enfin, c'est une idée que lui, il avait, et moi, je suis arrivé en cours de route en 2011, donc il y a déjà 7 ans. Et il y a 7 ans, en fait, on a commencé à travailler, c'est vrai que d'une façon un peu classique. C'est-à-dire que quand on écrivait des histoires, on allait chercher des auteurs, et les auteurs écrivaient chacun leur scénario. Et ce dont on s'est rendu compte avec Thomas, c'est que nous, on était obligés sans arrêt, en fait, de revenir sur l'écriture des épisodes pour donner une cohérence mythologique sur les personnages, etc., etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais si on faisait comme nos amis américains savent le faire depuis très longtemps, c'est-à-dire se mettre tous dans une salle et écrire ensemble les histoires de Ladybug et Chat Noir. Et donc, après la première saison, où j'avais rencontré beaucoup de scénaristes, j'ai repéré ceux qui étaient les plus rigolos d'entre eux et les plus talentueux. Et nous nous sommes dit, en saison 2, on va commencer à se mettre dans une salle et on va tout écrire ensemble tout le temps. Et depuis maintenant, donc ça c'est depuis 2015, ça fait 3 ans en fait, on vit ensemble tout le temps. Et donc Ladybug, c'est à la fois une belle aventure dans les histoires que vous pouvez voir vous à l'écran, mais c'est aussi une belle histoire humaine, c'est une belle aventure humaine qui je pense est aussi une des raisons pour lesquelles les gens aiment cette série, c'est-à-dire que c'est une série qui est faite avec le cœur. Voilà. Les 2 plus belles journées de la semaine pour nous, c'est jeudi et vendredi, et c'est tous les jeudis et vendredis qu'on écrit Ladybug. Et en général, effectivement, on écrit tout en atelier ensemble. Et une fois qu'on a écrit ensemble, l'un d'entre nous, en fait, prend une histoire et va ensuite rédiger, si vous voulez, ce qu'on appelle la version du scénario. Et une fois que ça s'est écrit, eh bien, on l'envoie aux chaînes de télé. Et les chaînes de télé nous disent ce qu'elles en pensent. Et nous, on n'écoute pas. Et à la fin, ça devient un épisode de Ladybug. Et c'est vrai que la raison pour laquelle on fait ça aussi, et là je vais laisser parler Thomas, c'est parce qu'en fait, moi je voulais absolument qu'il y ait tout le temps le réalisateur, des auteurs et le directeur d'écriture que je joue moi, mais qui est un peu plus taciturne, vous voyez, qui est toujours en train d'essayer de faire en sorte que la série puisse être diffusée sur des chaînes de télé et respecte certaines règles d'écriture.
Mais en tout cas, ce qui était important, c'était que c'est à la fois, il y a la folie des auteurs et à la fois, il y a la folie de la mythologie. Et tout de suite, dès qu'on écrit, on prend en compte le visuel, c'est-à-dire ce que va être la série à la fin, quand vous allez la regarder. Parce que si vous lisez un scénario de Ladybug aujourd'hui, c'est une histoire bien racontée, bien structurée, avec les personnages dedans, les dialogues. Mais ce qui devient bien, ça c'est nous quand on travaille, c'est pour de vrai. Hein. C'est Thomas qui a décidé ça, ça c'est nous en écriture. Vous voyez, il y a Mathieu à la porte, Mélanie, moi, Thomas et Fred avec ses oreilles de chat, il n'y a pas toujours des cordes. Et en tout cas, on fait attention, parce que tout de suite, dès l'écriture, il va vous le montrer, en fait. Dès l'écriture, on pense à l'image, et c'est le grand truc de Ladybug, c'est de transcender ce qu'on écrit avec des images qui soient drôles, qui soient pensées dès qu'on crée les histoires. Alors là, vous voyez, effectivement, ça c'est un petit peu tout ce qui se passe tous les jeudis et vendredis. On se retrouve autour d'une table, on a du café, des ordinateurs, des petites choses à manger, et puis on commence à se raconter une histoire. On arrive le matin, et on ne sait pas encore ce qu'on va raconter. On sait que Miraculous, on aimerait bien que ça aille vers cet endroit-là, cette fin qu'on s'est déjà tous raconté. On ne sait pas forcément comment on va y arriver, mais on sait vers où on va. Et tous les jours en arrivant, par contre, on ne sait pas par quoi on va commencer. Et là, c'est au feeling, c'est tiens, moi je lui ai un petit truc comme ça, tiens, ce serait bien qu'on fasse un épisode sur tel personnage. Et c'est comme ça que ça commence, et l'histoire se bâtit pendant 2 jours. Et pendant 2 jours, on rentre pas chez nous tant que c'est pas fini. Et on a chacun notre rôle. Oui, cette phrase a l'air complètement... En fait, je pense que personne ne comprend le sens profond de la phrase « on ne rentre pas chez nous tant qu'on n'a pas fini ». Je pense que personne ici ne comprend... Ils ne rentrent pas chez eux, c'est-à-dire je ne les laisse pas partir tant qu'on n'a pas fini l'histoire. C'est réel. On rentre pas chez nous, c'est vrai, on dort au studio. Voilà, on a chacun notre rôle au sein de la team d'écriture. Je pense que c'est ça qui fait que ça marche bien. On a Sébastien qui nous coordonne et on apporte chacun notre petite spécialité. Moi, effectivement, j'apporte tout ce qui est visuel, j'apporte les idées, tout ce qui concerne la mythologie de la série, comment fonctionnent les super pouvoirs, etc. etc. Du coup, je me cogne aussi tous les Lucky Charms. C'est bien l'enfer. Le Lucky Charm est une des choses qui nous fait dormir le plus tard, en fait. Parce que vous vous rendez pas compte à quel point écrire un Lucky Charm, quand vous avez fini l'histoire, que vous vous dites bon, ben, il ne reste plus que le Lucky Charm. Cette phrase a été prononcée à mon avis 80 fois en quelques années. Il reste plus que le Lucky Charm à écrire. C'est même la phrase qui porte malheur. Ouais, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dit on est bon, il reste plus que le Lucky Charm, en général ça veut dire qu'on va finir à minuit, 1h du matin. Sur 2 jours de travail, rien que l'écriture du Lucky Charm, c'est-à-dire la façon dont Ladybug va battre le méchant en utilisant un objet ridicule, rien que ça nous occupe le quart de nos séances de travail. C'est-à-dire c'est vraiment un après-midi entier. On est beaucoup moins intelligent que Ladybug en fait. Ah, grave. On a besoin d'être 5 pour que Ladybug, pour arriver à la hauteur de l'intelligence de Ladybug, qui trouve cette solution finale. Bravo Ladybug. Donc je peux vous montrer à quoi ça... Est-ce que ça marche si je lance le voilà. Donc voilà, donc moi je dessine beaucoup quand on écrit, et souvent ça ressemble à ça. C'est des petits dessins que je fais de manière automatique, sans réfléchir, et souvent ça ressemble à n'importe quoi. Mais c'est pas grave, moi ça me libère l'esprit. Je faisais beaucoup ça aussi quand j'étais à l'école, je notais jamais mes cours, je dessinais tout le temps de manière automatique et j'écoutais ce que disait le professeur, et c'est comme ça que je retenais tout. Et donc voilà, pendant les séances d'écriture c'est pareil, je me mets dans un mode, c'est une espèce de transe où en fait je dessine automatiquement et ça donne des dessins qui ressemblent à rien. Alors ça peut être des motifs géométriques comme ça, ou ça peut être ça, par exemple là je me suis tapé un délire, je voulais faire des épées, alors j'ai fait des épées. En fait c'est hyper flippant en fait. Et des fois ça ressemble à un petit peu plus de choses. Des fois, par exemple ça peut ressembler à ça aussi. Voilà, des fois on parle d'un vilain et puis voilà, j'essaye de trouver ce à quoi pourrait ressembler le vilain. Et ça c'est un spoiler. Non, c'est un spoiler si on dit son nom. Mais ça, voilà, mais bon, souvent le design change après au final. Donc ça ressemblera pas forcément à ça une fois que ce sera fini. Voilà, c'est vraiment des croquis de... Bah ça c'est même pas moi qui l'ai fait, c'est toi Mélanie en fait. Oui, ça ressemble à un dessin de moi ça, oui. Parce que Mélanie est storyboardeuse aussi, donc elle dessine beaucoup. Voilà,
fais des petits croquis, dès qu'on a besoin de trouver des gadgets ou des nouvelles armes ou des trucs comme ça, il faut vraiment qu'on pense à sa méthode de fonctionnement pour qu'on soit sûr qu'on part tous de la même chose et que derrière ça va être facilement fabricable. Donc on prend un petit peu de temps pour concevoir ensemble tous les gadgets. Donc ça par exemple, c'est déjà passé à la télé, c'était dans... ça c'était dans le hibou noir. Merci, bravo, merci, elle a un point. Voilà, on avait besoin d'un petit truc pour qu'il reste en contact, donc on a besoin de l'oreillette. Hop, ça voilà, on a essayé de trouver un système d'oreillette. Donc ça c'était... Et c'est ce qui est formidable, c'est-à-dire que quand vous écrivez souvent, quand vous n'êtes qu'un auteur, que vous êtes devant votre ordinateur, vous visualisez des choses, mais vous ne savez pas si ça va marcher, vous ne savez pas si les gens vont comprendre ce que vous avez écrit. La force de Ladybug, c'est qu'on a tout de suite la concrétisation visuelle de ce qu'on est en train d'écrire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, ça c'était voilà, donc je dessine des méchants, des futurs méchants, au moment où on les écrit. Alors bien sûr ça change hein, des fois, mais globalement ça ressemble à ça. Et au moins ça nous permet de se mettre des images dans la tête, donc c'est plus facile après pour nous d'écrire l'histoire. Là c'est des... Voilà, alors ça peut être des personnages, mais ça peut être aussi des situations. Comme ça nous aide à visualiser mieux ce qui se passe, voilà, plutôt que de perdre du temps à se dire ouais, ça va être comme ci, comme ça, hop, on fait un petit dessin, je dis ok, ça y est, on a tout compris. Et ça, c'est particulièrement utile quand on fait les Lucky Charms. Voilà. Donc, je sais pas si vous vous rappelez du Lucky Charm de Sapoti, qui était particulièrement compliqué. Donc des fois, imaginez, vous devez envoyer un texte à une chaîne de télé pour qu'ils comprennent ce qu'on voit. C'est très difficile à expliquer si on devait écrire le Lucky Charm. Donc voilà, on fait un petit dessin, on met en place le Lucky Charm, on fait un petit dessin, et puis c'est ça qu'on envoie à la chaîne de télé. Comme ça, la chaîne de télé comprend tout de suite ce qu'on avait en tête. Et c'est pour ça que dans cet épisode, il y a Renard Rouge qui dit « Est-ce que c'est toujours aussi compliqué de sauver Paris ?» C'est parce que celui-là, on avait passé la nuit dessus. C'est vrai. Des fois, les personnages, ce qu'ils disent, c'est ce que nous on dit. Hein. C'est bon, ouais. Comme ça qu'on écrit de bons dialogues. C'est ce qu'on n'ose pas dire. Donc voilà, moi c'est vrai que ce que j'apporte beaucoup, c'est ça, mais après, il s'avère en fait qu'on a reconstitué, sans le savoir, au sein de Miraculous, une façon de fonctionner qu'Isaac Asimov avait mis en place il y a des décennies. Isaac Asimov, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un scientifique qui écrivait aussi des romans de science-fiction, il a écrit des romans de science-fiction très célèbres, et lui il avait mis en place une méthodologie de travail en groupe. Il disait, quand vous voulez créer quelque chose en groupe, c'est important de ne pas être trop nombreux parce qu'il faut que tout le monde puisse avoir le droit à la parole et se sentir écouté. Et lui il disait, il faut être maximum 5. Et en fait, on s'est trouvé à être maximum 5. Et il faut que chacun ait un rôle très précis et qu'il amène des choses pour pas que les compétences de chacun soient redondantes en fait. Et c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, Seb, lui, c'est un petit peu notre grand gourou, c'est celui qui nous aide à structurer les épisodes, qui est un petit peu aussi l'avocat d'Ilias, c'est-à-dire que c'est comme c'est Sébastien qui est souvent au contact avec les chaînes de télé. C'est lui qui nous aide à dire attention, là peut-être que vous allez trop loin, attention. Et moi j'apporte cette espèce de côté mythologique, et puis après il y a nos trois amis qui eux, chacun aussi, apportent leur petite pierre à l'édifice, ils ont chacun leur spécialité, mais ça je vais les laisser. On raconte des blagues, on raconte nos vies. Je sais pas, c'est quoi nos spécialités? Je sais pas. Alors je pense que toi t'es la méchante en fait, dans les personnages les plus méchants c'est généralement toi. C'est vrai, c'est vrai. Moi je pense que je fais des trucs sirupeux d'amour et le côté Magical Girl. Oui. Et moi j'invente les pires drames qui peuvent leur arriver. Et là vous avez le vrai visage de Chloé Bourgeois. Et c'est pour ça qu'il dit rien depuis tout à l'heure en fait. Ça te démange, mais vas-y dis-nous, dis-nous ce que t'en penses Mathieu. C'est lui qui a fait les premiers dialogues en fait de Chloé qui étaient dans l'épisode de Dessinateur. Oui. Donc du coup en fait il a donné le ton de Chloé et je me souviens après avoir lu le Dessinateur, je me suis dit c'est parfait. Ce qui était génial avec le personnage de Chloé, c'est que comme c'est quelqu'un qui est effectivement assez méchant mais qui a beaucoup de venin,
et qui dit des choses parfois extrêmement blessantes. J'ai trouvé ça super parce que c'est aussi généralement les dialogues qui sont les plus sympas à écrire et les plus drôles. Et c'est vrai que là pour le coup ce qui était bien sur Ladybug, c'est que à la fois c'est une série d'action, c'est une série super romantique, mais c'est aussi une grosse comédie. Et du coup on se retrouve avec des situations, que ce soit parce que Marinette est maladroite ou parce que effectivement Chloé dit n'importe quoi, où on arrive en fait à rigoler. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le fait d'être tous ensemble dans la même pièce, c'est-à-dire qu'on rit ensemble, on pleure ensemble, et donc du coup on voit ce qui marche, donc pas seulement du point de vue de la mythologie, de la cohérence, du fonctionnement, etc. Là, on s'est déjà fait pleurer plusieurs fois. On a déjà pleuré, hein. Il y a eu, alors je vais pas vous spoiler rien du tout, mais il y a un épisode qu'on a écrit où je leur ai dit, si quand on écrit la dernière scène on ne pleure pas, alors on réécrit l'épisode. On a pleuré. Et vous pleurez dans 1 an et demi peut-être. 4 ans. Ouais, 1 an. Pas normalement, mais vous me direz, du coup je reviens chaque année, donc d'ici 1 an et demi, donc 2 ans, je sais pas, je pense que c'est pas en juin prochain peut-être, je sais pas. Bref, on se croisera un jour et vous me direz si oui ou non vous avez pleuré. Je peux pas donner le numéro de l'épisode, je sais pas. Si, à la fin du 78. Voilà, allez, rendez-vous dans 3 ans, salut. Donc voilà, c'est à peu près notre façon d'écrire. Je pense que le plaisir qu'on a écrit ensemble, je pense que c'est quelque chose qui se voit beaucoup à l'écran. Je pense que vous avez noté la différence entre la saison 1 qui était écrite de manière individuelle, où du coup on avait des épisodes qui étaient très détachés les uns les autres et qui suivaient une formule qu'on essayait de trouver. Et puis la saison 2 où vous sentez que ça commence à décoller, je pense que vous l'avez senti, ben ça coïncide avec le moment où on a commencé à écrire ensemble. Donc voilà, je pense que c'est un plaisir qui est communicatif. Et vous allez voir que nous, plus on avance dans la série, plus on s'éclate. Et je pense que du coup, vous aussi, plus vous avancerez dans la série, plus ça vous éclatera. Voilà. En tout cas, on parle de vous tous les jours. Hein. Tous les jeudis et tous les vendredis, on parle de vous. On essaye de vous faire plaisir à vous. Donc, sachez-le, vous êtes avec nous. Tout ce monde, du coup, je ne me rendais pas compte que ça représentait autant de monde. Mais vous êtes avec nous quand même. Voilà. Oh, merci, parce qu'on écrit avec nous. Je ne sais pas exactement combien de temps on a, mais je pense qu'on a la journée. Dans la journée? Ouais. Non, mais je pense que peut-être que vous avez envie de nous poser des questions. On va peut-être faire on va commencer par le vainqueur du jeu tout à l'heure. Je vais faire tourner le micro, allez, c'est moi qui m'y colle. Allez, Eh bien, pardon. Eh bien, d'après ce que j'ai compris, donc la manière d'écrire les épisodes, c'est un peu de l'impro totale. Mais sinon, en général, vous dites que vous partez d'une idée, mais en général, c'est une idée sur quoi précisément? La situation des personnages principaux ou la raison pour laquelle le vilain va se faire, enfin la personne va se faire accompagner? On ne part jamais du vilain, jamais, c'est la règle numéro 1 quand on écrit. On ne part jamais du vilain. En réalité, en fait, c'est pas nous qui écrivons la série, c'est les personnages. Nous, on est, quand on est les scripts, quoi, en fait. Moi, j'ai dit, on est les médiums, en fait. On est les médiums, voilà. Oh, Marinette, rentre à l'intérieur de moi. Voilà, et c'est pas tout à fait vrai qu'on improvise quand même, parce que... Le grand plan est écrit. Oui, avant de commencer Ladybug, déjà avec Thomas, nous on s'est mis d'accord sur le bout du chemin, donc on sait où on va précisément dans Ladybug. On a commencé par écrire tous les deux, en fait, la scène de fin. Elle changera un petit peu, mais elle a été écrite il y a longtemps. Et en fait, on sait où on va. Donc, si vous voulez, quand on commence une saison, on sait ce qu'on appelle l'arc émotionnel de la saison. C'est-à-dire qu'on sait où on veut aller. Donc, vous verrez, par exemple, comment raconter sans rien dire. Vous verrez, par exemple, que selon les saisons, vous allez voir se détacher des thématiques. Et en fait, vous verrez que du début à la fin de la saison, on arrive à raconter une histoire globale, et chaque épisode raconte une petite histoire dans cette grande histoire qui est celle de la série Miraculous. Okay. En fait, c'est comme un puzzle qui se met en place, en fait. C'est vraiment, à chaque épisode, il y a une petite pièce, et puis à la fin, vous verrez toute l'image, en fait.
Donc, en gros, vous... Et par exemple, alors je vais te donner un exemple, parce que ça a déjà été diffusé, je crois que je peux le dire. Dans la saison 2 que vous êtes en train de voir, en fait, il y a un véritable arc sur Chloé. Et en fait, vous allez le voir petit à petit, vous avez déjà vu ça à travers l'épisode Zombizou, mais si vous regardez bien, l'arc sur Chloé a commencé en saison 1. Quand on écrit Lady Wi-Fi, dans Lady Wi-Fi, il y a un plan, vous voyez Chloé qui est en train de s'amuser, qui se déguise dans Ladybug, et vous allez petit à petit avoir des informations sur ce qu'est Chloé dans sa vie intime. Et en fait, on avait commencé déjà à raconter la grande histoire sur Chloé. Et dans la saison 2, ça se précise à travers Zombizou. Et on va continuer dans les épisodes qui arrivent, notamment dans les semaines qui arrivent, dans l'épisode Style Queen. Vous verrez, on continue à raconter les histoires de Chloé. Donc en fait, c'est pas vrai qu'on improvise totalement, mais c'est-à-dire qu'on peut arriver et se dire, bon les amis, aujourd'hui on va écrire l'épisode où on va montrer que Chloé n'est pas que quelqu'un de méchant, Ah non, qu'un seul méchant. vous partez comme le point de départ, je suppose, vos points de départ ça peut être les épisodes où vous voulez qu'on montre l'évolution de certains personnages. Oui, tout à fait. On part toujours des personnages, on parle jamais d'un méchant ou d'une situation... On se laisse surprendre, il a raison, on se laisse surprendre toujours. Encore la semaine dernière, on a fini un jour une réunion sans savoir qui serait le méchant, mais on savait parfaitement ce que devait raconter l'épisode. En fait, ce qui conduit Miraculous, ce sont les personnages principaux, la collectivité de copains qui tournent autour d'eux, leur vie, leurs problèmes et leur évolution. Le méchant, c'est jamais ce qui construit un bon épisode. Ce qui construit un bon épisode, c'est qu'est-ce qui va se passer au niveau des émotions entre les personnages que nous suivons. Au début, quand on a commencé à travailler en atelier, on a des fois fait l'erreur de démarrer un épisode par le méchant, et ce sont des épisodes qui n'ont jamais existé au final, parce que c'est pas ça qui nous intéresse le plus. Par contre, ce qu'on disait tout à l'heure quand on disait on arrive à l'atelier d'écriture et on est dans une démarche d'improvisation, c'est pas tout à fait vrai. Je pense que ce qu'on a voulu dire, c'est qu'on arrive sans appréhension, parce que c'est pas comme aller au bureau, pour nous c'est comme retrouver des copains, et on voulait surtout dire en disant ça, on n'a aucune inquiétude quand arrivent les jours de la semaine où on écrit sur Miraculous. Au contraire, c'est retrouver les copains et c'est comme une espèce de grande récréation pour nous et un plaisir qui va durer 2 jours. C'est surtout dans ce sens-là, je pense qu'on parlait de liberté en fait. Voilà. Oui, c'est surtout, on n'arrive jamais en se disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter ?» C'est plutôt, on a tellement de choses à raconter, qu'est-ce qu'on choisit de raconter aujourd'hui en fait? Oui, et à la rigueur, la seule chose dont on pourrait avoir peur, c'est de ne pas avoir assez d'une vie pour raconter tout ce qu'on a à raconter, et le nombre de pages et d'idées qu'on a déjà sur les Ladybug, où on se dit « Oh là là, vite, on a envie d'écrire celui-là, on a envie d'écrire ça !» Voilà. Et donc on espère que vous vivez, vous, de l'autre côté de l'écran, le même plaisir que nous quand on écrit ces aventures, parce que nous, on les aime beaucoup. On aime vivre avec eux depuis des années, et on espère que ça va durer longtemps. Et on dit ça à l'épisode 80. 84. Bonjour Thomas, bonjour à toute l'équipe. Thomas nous a expliqué tout à l'heure comment il était inspiré depuis l'école. Il écrivait pendant que le professeur faisait son cours, donc il faisait des petits dessins qui l'inspiraient. Mais pas seulement ça, je pense que Thomas a d'autres choses à nous raconter. Il a eu de nombreuses inspirations, dont une en particulier rue Chabrol, dans le 10e arrondissement. C'était un magasin de jouets. Un magasin de jouets où il s'est beaucoup inspiré. Il va vous raconter cette histoire, madame. Avec un certain André qui vendait des jouets rue Chabrol. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Ah, mais alors pas du tout. Qui c'est qui t'a sorti cette histoire? Ah, pas du tout. Ah, non, désolé. Ah, c'est André le marchand de jouets et pas André le glacier. Halftime. Ah, pas du tout. Ah non, désolé, je sais pas qui t'a dit ça, mais c'est pas du tout vrai. Bonjour. Dans la saison 1, les épisodes étaient tous indépendants, à part le premier, le dernier. La saison
saison 2 aussi un peu, mais du coup, vu tout ce qui se rajoute comme information, comme personnage, etc., comment est-ce que vous allez réussir à garder les épisodes indépendants, qu'il n'y ait pas de fil rouge sur chaque épisode? Ça, c'est une belle question. C'est une question pour Sébastien. Il prend le micro et en fait, il répond pas. Merci, bravo. Quand on écrit un épisode, donc là je parle en tant que directeur d'écriture, la règle que je donne sur l'écriture, c'est ce qu'on appelle l'écriture semi-feuilletonnante, chers amis, si vous voulez que je rentre dans de l'explication technique. Et nous, on a même un autre mot pour ça, on appelle ça de l'écriture quantique. De l'écriture quantique. En tout cas, l'idée c'est que quand un enfant, ou n'importe, un adulte, peu importe, regarde un épisode de Ladybug, il peut le regarder indépendamment, il comprend tout. Et celui qui a regardé Ladybug depuis le début, eh bien lui, il aura une petite information, plus qu'une pochette surprise à l'intérieur, où il se dira « Ah, le grand plan secret de l'équipe de Ladybug nous donne cette information aujourd'hui qui nous dit que, oh là là, ça va continuer derrière. » Mais tu regarderas fais l'essai juste intellectuel, tu te mets devant un épisode et tu te dis « Je ne connais rien, est-ce que je comprends l'épisode ?» Si j'ai bien fait mon travail, la réponse est oui. Bonjour. Je voulais savoir par rapport du coup à plein de fans qui font des théories sur Miraculous, est-ce que vous en validez comme par exemple le fait que le dernier épisode, par exemple l'épisode 17, où on pense que Adrien a découvert l'identité de Ladybug, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que vous avez validé des théories comme ça? Alors nous, on n'a pas besoin de valider des théories parce qu'en fait, nous, on sait ce qu'on écrit jusqu'au dernier jour, en fait, si tu veux, sur ce que raconte la série. Donc en fait, les théories, c'est au contraire, c'est quelque chose qui nous amuse nous parce que vous regardez ce qu'on a écrit et du coup on voit ce que ça provoque chez vous. Donc du coup, nous, ça nous amuse, ça nous intéresse et notre métier quand on écrit, c'est de vous frustrer un peu. C'est-à-dire que vous attendez à quelque chose, évidemment on vous donne autre chose ou des variations de ce que vous attendiez. Ou même de lancer des fausses pistes. Ou de lancer des fausses pistes. Parce qu'on est vraiment diabolique. Oui, nous sommes diaboliques. Et vous êtes les spectateurs. Moi j'aimerais savoir si vous regardez les fanarts des fans. Ah, ils sont exposés même dans le... T'as pas la photo? T'as pas la photo des bureaux? Parce qu'en fait, tout est exposé en fait dans les bureaux. C'est une chose qui est faite régulièrement. Les murs du studio en fait sont tapissés de fanart. Donc oui, on travaille vraiment sous l'œil de tout ce que nous envoient les fans. Mais il y en a des centaines vraiment au mur, des photos de cosplayers, des dessins. Oui, quand je dis que vous êtes dans la salle d'écriture, c'est pas qu'une image en fait, hein, c'est réel. Vous êtes physiquement, vous êtes sur les murs, on est désolé, hein, ça va pas passer de chaise, mais effectivement, oui. Alors bonjour, félicitations à toute l'équipe pour avoir utilisé la technique de la Writer's Room, donc qui est présente dans beaucoup de séries excusez comme Rick and Morty. Ah, Rick and Morty, hein, on valide. Donc ça permet de stimuler la créativité, donc c'est génial. Donc mes questions c'est, quel a été pour chacun d'entre vous votre parcours pour atterrir dans cette Writer's Room? Est-ce que vous vous appuyez sur des techniques d'écriture particulières? Est-ce que vous lisez des bouquins sur les scénarios? Est-ce que vous demandez des coups de main des scénaristes de la FEMIS ou du Conservatoire européen de l'écriture audiovisuelle? Et enfin, quel conseil donneriez-vous à des personnes qui rêveraient de bosser sur une série d'animation en petit comité, en Writer's Room, que ce soit sur leur propre série, une série de quelqu'un d'autre ou même la vôtre? Voilà, parce que ça doit être génial comme ambiance. Merci. Alors, 3 questions en une. Il est malin. Je vais essayer de le faire rapidement, mais c'est que pour être scénariste, ça commence il y a longtemps. Et qu'au début c'est un parcours assez classique, oui, tu vas avoir des cours, tu vas avoir des livres, tu vas écrire sur des séries tout seul, à 2, à 3, etc. Et pour arriver à ce qu'on fait sur Ladybug, si tu veux, c'est un long parcours quand même. Oui, on a tous, je crois, plus ou moins des formations en scénario. Enfin, moi je sais que mon parcours est un peu différent parce que j'ai fait d'abord de l'animation, je sais plus qui je parle. J'ai fait d'abord de l'animation, c'est faire bouger les petits personnages. Ah voilà, voilà. Et après j'ai fait du storyboard et après j'ai fait du scénario. J'ai fait des formations tout au long de mon parcours, etc. Les autres peuvent raconter aussi. Racontez votre parcours un peu. Bonjour. J'ai fait une fac de cinéma et après un jour j'ai fait une soirée, j'ai rencontré Sébastien Thibaudot et on a bien rigolé. Et après il m'a rappelé, il m'a dit Et c'était lui notre formateur en plus à la formation, toi aussi. Ah oui, on a fait. Oui, en fait je les ai formés en fait.
Non, je vous ai déformé. Il nous a donné un coup sur le Il nous a transformé. Voilà, et après il m'a rappelé, il m'a dit ouais, on a bien déconné. La caméra, attendez. On a bien déconné, est-ce que ça te dirait d'écrire sur une série? Alors c'était pas Ladybug, c'était Kobushi, une série qui, je sais pas, je crois que ça passe encore en ce moment sur Gulli, je sais plus. Bref. Mais voilà, et de là on a créé un rapport qui était assez professionnellement et amicalement fructueux. Et voilà, et sur Ladybug, j'ai bossé avec Fred. Faut que j'enchaîne. Ouais, je vous ai testé tous les deux en fait. Je testais les gens petit à petit. Et donc du coup, ils ont essayé d'écrire ensemble sur un épisode qui s'appelle Kung Food. Oui, c'est vrai. On a commencé à travailler ensemble sur Kung Food, absolument. Et Fred a un long parcours, vas-y, je te laisse. Si je commence à raconter, on est foutu. Voilà. Je suis un vieux cow-boy. Et ce que j'ai envie de dire, plutôt que de dire ce que j'ai fait, pas fait, machin, c'est que travailler sur Miraculous, c'est une espèce d'aboutissement pour moi. Si je devais plus rien faire après, c'est pas grave. Parce que c'est vraiment super de travailler avec des gens merveilleux et talentueux comme vous. Voilà. Quant à savoir aussi ce qu'il faut faire pour bosser sur une série comme Miraculous, il faut commencer par regarder les épisodes. Hein. On est régulièrement contacté par des gens qui regardent les chiffres de vente mais qui ne regardent pas les épisodes. Et ça marche pas, par exemple. Non, par contre, il faut savoir, contrairement aux idées reçues, que sur Ladybug, il y a dans les saisons 2 et 3 des premiers épisodes de scénaristes qui n'avaient jamais écrit de scénario. Il y en a un qui est ici, il va se lever, il s'appelle Wilfried, il est aussi co-réalisateur de la série et tout le monde le connaît. C'est un de grands Sur scène, le chat. Et lui, il est arrivé un jour, il a juste dit, mais vous avez pensé à faire un épisode blablabla, blablabla. Et là, Thomas il dit, oh, les mecs, on a oublié d'écrire un épisode sur ça. Alors on s'est dit, bah Wilfried viens. Lui il se dit, je suis pas scénariste. Mais si. Oui, donc ça s'est exactement passé comme ça. On était au resto avec Thomas à côté du studio et en sortant j'ai dit mais et si il se passait ça quand même, c'est bizarre que ça se soit... J'ai même dit c'est bizarre que ça se soit jamais passé parce que c'est quand même hyper logique. Et donc Thomas il a un peu frisé comme ça. Et en fait il a sorti son téléphone pour appeler Seb. Et Seb a frisé au téléphone aussi. Et puis j'ai été convié 2 semaines après pour écrire mon premier scénario, effectivement. Voilà. Il y a lui et un autre scénariste qui s'appelle Jean-Rémy Perrin, qui lui, quelqu'un qui venait de la production et qui avait regardé toute la série, comme Mélanie en fait. Mélanie est arrivée aussi sur la série comme ça, en ayant vu toute la saison 1, en nous disant beaucoup de bien et en ayant plein d'idées émotionnelles qui étaient intéressantes. Et ce fameux Jean-Rémy arrive un jour avec, je sais plus, il avait 5 ou 6 feuilles où il avait gratté des idées dessus, que Thomas me donne. Et il me dit, il n'a jamais écrit. Et je lis dedans en fait une histoire que vous avez vue, hein, je crois Captain Hard Rock est passé à la télé. Oui. Et donc c'est lui qui avait l'idée de Captain Hard Rock et quand je lis ça, je dis on n'a jamais eu cette idée, mais un pirate à Paris sur la scène, c'est exceptionnel, viens donc. Et alors il dit oui mais j'ai jamais écrit, je lui dis c'est pas grave. Et donc je lui ai dit Fred sera ton mentor, vous vous débrouillez tous les deux, mais tu viens avec nous dans la salle d'écriture et du coup il est devenu scénariste sur Ladybug, il n'avait rien écrit mais il a fait montre de beaucoup comment dirais-je, d'engagement, de volonté, d'envie d'écrire et surtout d'une idée très forte que nous n'avions pas eue. Mais c'est vrai que ce qui nous unit sur cette série, c'est l'amour profond de la série en fait. C'est-à-dire qu'on aime tous, on adore les personnages, on adore l'univers et c'est ce qui fait qu'on est tous venus à toi comme des petits pèlerins comme ça. Accueille-nous dans ta maison, Seb. Et Thomas bien sûr. Du coup, je voulais rajouter pour la personne qui posait la question sur comment on en arrive à écrire, voilà là-bas. En fait, il y a évidemment... je suis à l'école, en fait j'adore raconter des histoires, je le fais tout le temps, donc je me dirige vers une école, et je fais une école de cinéma, je fais une école de scénario, etc. Mais avant tout, la première chose, c'est comme pour les gens qui veulent dessiner, si tu veux, c'est... Tu dessines, bah voilà, continue de dessiner. Si t'aimes écrire, bah déjà écris en fait. T'écris pour toi, et une fois que t'as écrit un truc qui te plaît, tu l'envoies à un studio, tu l'envoies à un directeur d'écriture comme Seb, même si c'est pas... même si c'est pas directement un scénario pour la série ou pour quelque chose. En gros, la personne qui va recevoir ça, il va prendre ça un peu comme un book de quelqu'un qui veut présenter un book graphique.
Il va lire ton scénar, s'il y a des bonnes idées, si c'est bien raconté, il va dire ok, cette personne a de bonnes idées, elle sait écrire, même si c'est encore un peu bancal techniquement, c'est pas grave, parce que ce qui compte avant tout, c'est le kokoro, quoi, c'est l'âme, c'est ce que tu mets dans tes histoires. Et à partir de là, si tu fais une école, tu vas réussir ton école, mais si tu n'en fais pas et que tu vas directement dans le milieu professionnel, tu vas réussir quand même. Il n'y a pas de chemin dans ces milieux-là tout tracé où c'est comme ça et pas autrement. On peut faire le même parallèle avec les écoles d'animation ou les écoles de graphisme ou d'illustration. Moi, je connais pas 2 personnes autour de moi qui ont eu le même parcours. Et avant tout, c'est j'aime dessiner, je dessine. Et j'aime écrire, j'écris. Et voilà. Et après, c'est l'histoire qui t'amène à rencontrer des gens. Voilà. Dans la vie, c'est avant tout ça. C'est d'ailleurs ce que tout le monde raconte depuis le début. C'est que ce qui se passe, c'est des gens qui se sont rencontrés. C'est des gens qui se sont rencontrés et qui ont créé un truc de par leur rencontre. Et c'est comme ça que ça s'écrit, et c'est comme ça que ça se dessine, et c'est comme ça que ça se réalise en général. C'est avant tout des équipes. Je me permets de préciser que ne m'envoyez pas tous un scénario lundi prochain. J'en serais ravi, mais j'aurais pas le temps de tous les lire. Mais oui, ça prend un peu de temps. Mais surtout, ce qui est compliqué aujourd'hui dans Ladybug, par exemple, si monsieur à la casquette voulait devenir scénariste dans notre équipe d'écriture, la seule chose qui est compliquée aujourd'hui, c'est que vous avez vu jusqu'à l'épisode 40, 41, je sais plus, à peu près par là, je crois. Et nous, saison et demie, quoi. Hein? À peu près une saison et demie. Voilà. Et nous, cette semaine, on est en train d'écrire l'épisode 84. Donc vous avez vu jusqu'à 40 à peu près, on en est à 84. En fait, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est la différence, si vous voulez, qu'il y a entre ce que vous avez vu à la télé et du coup tout ce qu'on a raconté, comme disait la personne tout à l'heure, en termes de mythologie, qui créerait un trop gros gouffre si vous écriviez une histoire de votre côté, en fait. Aujourd'hui, le souci, c'est que ça représenterait le fait de sauter dans un train en marche. Et comme on n'est pas censé inciter les gens à la télévision à se mettre en danger, il vaudrait peut-être mieux que tu commences par un train qui commence à rouler, plutôt qu'un train qui roule déjà très vite. Mais rien n'est impossible. Avec de la passion, qui que vous soyez aujourd'hui, si vous avez envie d'écrire, comme disait notre ami Stephen King, si tu veux devenir écrivain, eh ben, lis des livres, regarde des films et écris tous les jours. Bonjour. Alors, je voulais savoir, comme les épisodes sont diffusés à la télé, est-ce que vous vous attendiez au succès rencontré auprès des adultes? Et est-ce que justement vous aviez changé votre façon d'écrire en réalisant ça? Est-ce que vous aviez écrit de manière un petit peu plus certaines parties Jamais. Ouais. Jamais. On n'a jamais changé la façon d'écrire. Pour vous dire, quand la saison 2, nous avons commencé à écrire la saison 2, vous n'aviez pas commencé à regarder la saison 1. Donc en fait, nous n'avons jamais changé de façon de penser et d'écrire la série, mais parce que dès le départ, nous avons écrit pour tout le monde. Pour vous, pour des gens qui ne sont pas là aujourd'hui, pour des gens qui sont ailleurs dans le monde, et du coup, bon bah on est content, ça a marché, mais tu peux pas savoir avant que ça aura du succès, tu l'espères seulement. Mais on a fait ça sur plein d'autres séries qui n'ont pas eu forcément le même accueil, parce que celle-là aussi a été très bien diffusée par TF1, par Disney dans le monde, par Netflix, par Nickelodeon. Enfin, ça aide aussi, si tu veux, à ce que vous l'ayez vue, tout simplement. Elle est bien distribuée. Oui, puis je crois qu'on écrit pour les enfants, mais on écrit aussi pour les enfants qui sont devenus des adultes, en fait. Il n'y a pas vraiment de différence. On est tous des enfants à l'intérieur, et tout le monde a encore un enfant intérieur qui a besoin d'histoire. Donc là, on continue à parler à tout le monde, en fait. Alors moi, en fait, j'avais une question. C'était que, comme moi j'adore Miraculous et j'adore aussi lire des livres, est-ce que vous avez pensé à faire Miraculous en BD? Thomas, c'est pour toi. Alors déjà à la base je voulais que Miraculous soit plutôt un univers de comics plutôt qu'un dessin animé. Bon, il s'avère qu'on en a fait plutôt un dessin animé, mais vous inquiétez pas, on garde dans un coin de notre tête le fait de continuer à raconter l'univers dans des bandes dessinées, et ça pourra arriver assez vite en fait. On a eu des réunions là-dessus. Oui, j'ai rien dit. Bonjour. En fait, moi j'ai deux questions. Je voulais savoir déjà si les noms des personnages avaient une signification. Thomas, c'est pour toi.
T'as entendu c'est Thomas qui va vous répondre. Alors, tous les noms ont des significations. Alors, des fois, c'est des jeux de mots pour vous faire marrer, comme, je sais pas, Rose, le nom de famille de Rose, c'est la Vian, parce que la Vian Rose, voilà. Après, il y a d'autres noms qui ont des significations que là, vous ne pouvez pas comprendre. Il n'y a que moi qui peux les comprendre, ou des gens à qui je rends hommage à travers la série, même si vous ne les connaissez pas, mais eux, ils se reconnaissent, et j'espère que ça leur fait plaisir. Vous parliez tout à l'heure d'émotion en écrivant les épisodes. Quand vous écrivez les personnages dans les épisodes, quel personnage vous donne le plus d'émotion? Quelle belle question. Tous. Ouais. Ah, ça dépend. Alors personnellement, ce que je préfère écrire, c'est le rapport entre Marinette et Chloé. Oui, il est monomaniaque en fait. Hein. Et honnêtement, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ah ça c'est sûr. Non, je sais pas, émotionnellement, non mais... Ah, c'est Papillon, il nous fait beaucoup de peine quand même. Il y avait un très bel épisode quand même, quand en fait un auteur m'avait envoyé ça sur Reflecta, je me revois, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému. J'avais imprimé la proposition de l'auteur sur Reflecta, en fait c'était 2 filles qui m'avaient envoyé ça, et quand j'ai imprimé ça dans les bureaux, en fait j'ai eu la chair de poule, et j'avais les larmes aux yeux en lisant ce qu'allait devenir l'épisode Reflecta que vous connaissez aujourd'hui, parce que je trouvais que cette histoire était vraiment très belle. Et ce qui est des fois drôle dans l'épisode sur la malédiction de la photo de classe Juleika, je trouve que c'était quelque chose de très, très émouvant. Voilà, j'espère que ça vous a ému aussi, parce que je trouvais que c'était un très bel épisode et très, très juste émotionnellement. Une dernière question, c'est ça? Non, encore? On a 10 minutes, alors profitez-en, allez-y, vas-y. Bonjour à tous et bonjour. Félicitations pour la série, elle est géniale. J'aimerais savoir, en ce qui concerne la mythologie des Miraculous, d'où vient cette inspiration un peu style chinoise ou tout ça, ou est-ce qu'il va y avoir une étendue de cette mythologie? Ah, la mythologie ne s'arrêtera pas. C'est Thomas qui parle le mieux de la mythologie. On a des rôles répartis, hein, c'est très très segmenté, c'est Thomas. Il est très mytho. Bon, c'est drôle ça, non? Il est très mytho. C'est marrant? Oui, le côté chinois, c'est très simple, c'est parce qu'en fait à l'époque où j'ai créé Miraculous, j'étais vraiment à fond dans tout ce qui est... je le suis toujours. J'aime beaucoup la culture chinoise, voilà, que ce soit la littérature ou les films ou le pays en lui-même tout simplement. Et quand j'ai créé le personnage, en fait, la personne dont je me suis inspiré était aussi d'origine chinoise. Donc en fait, j'ai juste tiré la pelote de laine et ça a donné Miraculous, voilà, tout simplement. Il y a une main qui est levée depuis tout à l'heure, là, ça commence à bien faire. Alors moi j'avais 2 questions. Alors déjà, quel Koami vous représente le plus? Je crois que surtout les Kwami, chaque Kwami en fait représente les Kwami vus à la télé ou les Kwami qui existent tous Vus à la télé, j'entends. Ah, c'est ceux-là, oui, ces 19-là. T'as vu comment je t'ai empêché de spoiler? Grave. Non, les Kwami, c'est des espèces de créatures quantiques, en gros c'est des dieux quantiques, c'est des mini-dieux qui représentent des concepts. Donc en fait, chacun d'entre eux représente une facette de ce qu'est un être humain et on essaie de le voilà, donc en fait chaque Kwami est un peu est censé pouvoir nous parler à tous, on est censé pouvoir se reconnaître dans chaque Kwami. Ouais, mais on est plutôt blague, non? Ouais, quand même. On est plutôt fromage, hein. Moi je suis plutôt tiki, moi je suis celle qui ramène les gâteaux en réunion. Moi par contre... J'en profite pour répondre à une question, je viens de trouver la réponse à la question de tout à l'heure sur le personnage qui émeut le plus. Moi c'est souvent Adrien. Parce qu'Adrien en fait, on s'attache beaucoup à lui parce que sa vie n'est pas tous les jours facile. On va découvrir beaucoup de choses sur lui et moi il me touche beaucoup Adrien. Voilà. C'est un personnage que je trouve très beau
aussi, je pense que c'est Adrien. Et Marinette, elle représente toutes les erreurs qu'on fait nous tous les jours. Et elle essaie d'améliorer tout ça. Moi, je peux pas choisir, ce serait comme choisir entre mes enfants. Je peux pas faire ça. Bonjour. J'avais une question. Comme vous avez dit que vous avez déjà écrit la fin de Miraculous, mais que vous avez plein d'idées pour le... Alors c'est pas... Comment vous faites pour choisir pour allier les deux Est-ce que vous allez faire ça durer des années ou... En fait, tu pourrais ne jamais avoir de fin si tu veux. C'est la fin de ce qu'on appelle nous un arc. Vous savez, si vous aimez les mangas, et si vous êtes ici, j'imagine que vous aimez les mangas, on parle souvent d'arc dans les livres mangas, ou même dans les animés. Bon ben pareil, sur Ladybug, on a une idée d'arc qui nous amène à un point, ce qui ne veut pas dire qu'après on ne pourrait pas continuer. Mais en tout cas, cet arc-là raconte une grande histoire, et c'est cette histoire-là dont je parle quand je dis qu'on a écrit la fin de cette histoire-là, c'est de cet arc-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde meurt à la fin et qu'après il n'y a plus de Ladybug. Tu vois, ça pourrait durer infiniment. Tant que vous aimez la série, il y a des chances qu'elle continue d'exister. Hi. Hi. I don't speak French, sorry. So I want to ask about the relationships Marinette and Adrien. I can't hear you. The microphone, just here. Just like, okay. I want to ask about the relationships Adrien and Marinette. How fast you want to develop them, and how long you want to have intrigue with the identity, and how they can fight in the latex suits. It's hot, so how they can fight in the latex suits, The relationship between Marinette and Adrien. Adrien and Marinette is the heart of the show. It's the core of the show. Les relations entre Marinette et Adrien sont le cœur du show. It's always going to be the core of the show. I mean, if there is one rule that we will never break, is to step away from that core. It's going to be here like forever. And the question about what's going to happen with this, we will never answer that question because we want to keep you frustrated forever with this question. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, le cœur de la série que nous ne briserons jamais, le cœur du concept de Thomas Truc, c'est le quiproquo amoureux, les relations entre Marinette et Adrien et Ladybug et Chat Noir. Nous ne briserons jamais ça, c'est-à-dire que ça restera toujours le cœur de la série. Si vous enlevez ça, en fait, ce n'est plus la série Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. C'est ça. Et ensuite, sur leurs relations et les évolutions des relations entre nos personnages, et si vous voulez savoir comment ça pourrait se terminer et comment... Non, spoiler! Ah, c'est dommage, pour une fois, j'étais prêt à le dire. Bah, je peux pas le dire, tant pis. On allait révéler la fin juste là, Thomas! Non, c'est dommage, tu vois. Tu vois, les gens voulaient savoir, mais je peux pas le dire, du coup, parce que sinon, bah voilà... You will be frustrated forever. Ceci dit, imaginez que je le dise. Non, mais imaginez que je le dise vraiment. Ils sont en train de baisser le son de mon micro en se disant il va le dire. Imaginez que je le dise vraiment. C'est une catastrophe, vous aurez même plus envie de regarder parce que vous saurez tout. Donc on ne regarde pas si on le sait déjà. Donc, vous inquiétez pas, les aventures continuent, elles sont bien et vous nous direz, dans 2 ans, dans 3 ans, on se recroise chaque année. Rendez-vous ici. Une dernière question. Alors déjà, je voulais vous remercier parce que grâce à vous, Ladybug, c'est ce qui m'a donné envie de faire l'animation. Donc je vous lancer dans un bravo aussi. Et du coup, je voulais savoir... C'est nous qui te remercions. Je voulais savoir si vous aviez une inspiration particulière pour l'animation, enfin pour le style en fait de la 3D. Parce que je la trouve vraiment magnifique en fait, donc... Maître Thomas. Ben ça en fait c'est l'agglomérat à la fois du style du directeur artistique, Nathanael Lebron, qui a créé les personnages. C'est la résultante aussi de la façon dont on a essayé de les faire vivre dans les storyboards, avec Wilfried, avec June, et c'est aussi la résultante des capacités d'animation des studios. Ça, on a très peu de prise dessus. Mais on a eu la chance de travailler avec Samjay, qui est un excellent studio coréen, et j'espère qu'ils resteront longtemps avec nous.
Et voilà, je pense que c'est ça qui fait un petit peu la particularité de l'animation sur Miraculous. Voilà. Et désolé si je ne peux pas donner le micro à tous. Vraiment désolé pour ceux qui n'auront pas pu poser leurs questions. Mais malheureusement, on a un temps qui est limité. Mais voilà, merci à tous d'être venus aussi nombreux. Ça fait vraiment plaisir. Sachez que voilà, nous on travaille très dur tous les jours sur cette série. On n'a pas souvent le temps de rencontrer du monde et c'est quand on vient vous voir, quand on vient à votre rencontre dans des événements comme ça qu'on se rend compte qu'en fait on n'est pas tout seul. Et vraiment ça nous donne énormément d'énergie, donc merci à vous. Merci beaucoup. Merci de regarder Miraculous déjà. Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui, désolé pour ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui n'ont pas pu poser de questions. Il y avait beaucoup de monde, mais en tout cas, voilà, on pense à vous très fort. Merci.